Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information sur Gabon 24. Et tout de suite, les titres. Le Gabon commémore la journée mondiale du tourisme placée sous le thème tourisme durable, instrument au service du développement. Les festivités y relatives prendront la forme de semaine nationale de l'environnement. Le Cameroun sur le banc des accusés, Human Rights Watch dénonce l'expulsion du pays de 100 000 réfugiés nigérians fuyant les violences du groupe djihadiste Boko Haram. Et puis, à quelques jours d'un référendum d'autodétermination en Espagne, Mariano Rajoy en appelle à un retour au bon sens dans une allocution à la Maison-Blanche. Voilà pour le fil conducteur de cette session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Commençons par la page Gabon et je vous l'annonçais à l'instant. À l'instar de la communauté internationale, le Gabon a célébré ce mercredi la 38e journée mondiale du tourisme placée sous le thème tourisme durable, instrument au service du développement. Outre l'allocution circonstancielle de la veille du ministre en charge du tourisme, les festivités ont débuté sur la plage du lycée Léon-Bas dans le 1er arrondissement de Libreville et prendront la forme de semaine nationale de l'environnement. Mathias Otunga veut entreprendre dans les actions fortes en vue de restituer la plage aux populations. En témoigne ce regard de Kenyongori, Bertin Saga. La plage du lycée national Léon-Bas à Libreville a été choisie pour lancer les activités de la journée mondiale du tourisme sur le thème « Le tourisme durable, un outil au service du développement ». Le ministre du Tourisme, Mathias Otunga Osibajo, a choisi pour cet événement de faire le ménage sur cette plage vitrine de la capitale gabonaise. Ce matin, donc, j'ai plaisir à fêter avec vous cette journée mondiale du tourisme qui, comme l'a dit le directeur général, se célèbre sous le thème tourisme durable et développement économique. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour lancer un appel aux compatriotes qui se sont appropriés les plages de tout le monde. Pour dire que la plage, en définitive, c'est aussi la matière première du tourisme. Et que la plage de Libreville est l'une des plus belles plages au monde. Donc nous allons certainement engager auprès des autorités compétentes une action pour faire libérer les plages. Sa vision est d'être en adéquation avec le plan de relance de l'économie engagé par le gouvernement et dont un des objectifs est le changement de la perception du tourisme au Gabon. Le tourisme, c'est véritablement une industrie. C'est véritablement une industrie. C'est l'une des plus grandes industries au monde qui crée des emplois. C'est l'une des plus grandes industries au monde qui attire les devises. Et c'est à chacun d'entre nous de se faire respecter et de nous faire respecter. Il faut déjà que nous combattions l'idée reçue, selon laquelle tourisme égale paresse. C'est à nous-mêmes de combattre cela par la rigueur dans notre façon de faire et par la cohésion et la solidarité de l'ensemble des opérateurs de la chaîne. Au Gabon, la journée nationale du tourisme est célébrée sous la forme de semaine nationale du tourisme avec l'assainissement de la traversée de l'équateur à Oyan 4 sur la route nationale. Un city tour à Libreville, la visite de l'arboretum Raponda Walker dans la forêt de la Monda au nord de Libreville. Avant des communications sur la problématique du tourisme au Gabon. En bref et en images, l'école publique conventionnée Gros Bouquet 1 et l'école internationale Ruban Vert de Libreville ont reçu tour à tour l'acteur béninois-américain star d'Hollywood, Djimon Hounsou. Les échanges entre l'acteur et les élèves de classe de CM2 et de ces établissements étaient axés sur le rêve. Pour l'acteur, l'avenir de l'Afrique réside en la possibilité pour les enfants de réaliser leurs rêves. Il faut rêver sans limite. Cette rencontre avec la star s'est avérée riche et constructive pour les enfants. Écoutons un extrait de ses propos. L'Afrique a besoin des héros. On a besoin de beaucoup de héros qui peuvent articuler ce genre de façon d'être et de façon d'évoluer dans la vie. C'est important. Je pense que ça peut absolument réveiller ces instincts qui nous sont innés en fait. On est né avec. C'est un droit de la nature humaine de rêver et de rêver sans limite. C'est instrumental de leur expliquer plus ou moins l'importance de rêver et de penser, d'avoir des pensées positives. C'est de les inspirer à commencer à rêver grand. C'est certainement pour ça que je suis venu.
Tombé amoureux de ces plages, après y avoir tourné Tarzan en 2016, Djimon Hounsou envisage aujourd'hui tourner son prochain film au Gabon, un film qu'il réalisera lui-même dans les prochains mois pour l'acteur de Gladiator. Tourner un film en terre gabonaise est une possibilité de valoriser le tourisme gabonais. Le compte rendu de Chimène Sandra Senghon et Hervé Aubian. Lors de sa première visite au Gabon il y a quelques mois, le célèbre acteur d'origine béninoise Djimon Hounsou est tombé amoureux des paysages encore vierges de ce pays d'Afrique centrale, au cœur du bassin forestier du Congo. L'importance de venir ici, c'est parce que j'avais eu l'occasion de visiter le pays à ma première fois quand j'étais venu ici. C'est un des plus des rainforests les plus vierges du continent africain, et j'avais besoin de ce genre de paysage pour mon film. Pour l'acteur bénino-américain, le Gabon a donc besoin de ce genre d'action pour valoriser et commercialiser son potentiel touristique. Vous savez, ça a déjà été un instrument positif d'avoir filmé Tarzan ici. Mais il faut plus de films et il faut surtout que les studios à Hollywood aient une idée qu'ils peuvent venir au Gabon et en paix filmer quelque chose de grand ici. Le Gabon a certainement besoin de ça et de travailler sur ce côté pour se vendre au niveau international, au niveau du tourisme. C'est très important. Vous avez un paysage éblouissant, sublime. Il faut le commercialiser quelque part. Avec plus d'une vingtaine de films à son actif, Djimon Hounsou veut valoriser l'Afrique en y tournant des films. C'est pourquoi une partie de Gladiator a été tournée au Maroc. Si quelques séquences de la légende de Tarzan ont été tournées au Gabon, le prochain y sera tourné à 80%. Et pour tourner la page Gabon, la communauté musulmane du Gabon face à l'invective des arabisants, il s'agit des étudiants en théologie islamique qui auraient entamé depuis quelques semaines une campagne contre la gestion du Conseil supérieur des affaires islamiques, une démarche vivement condamnée ce mercredi à Libreville par le collectif des imams du Gabon. Les détails avec Ismaël Oubianzi. Ils seraient des dizaines accusés d'attaques en règle contre le bureau du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Les fondeurs abonnés aux réseaux sociaux dénoncent la gouvernance actuelle du CESEG et menaceraient de révélations sur l'imam de Libreville et ses principaux collaborateurs. L'affaire aux allures de grand déballage et impropre aux préceptes islamiques suscite l'indignation des imams du Gabon. La personne, le sang et l'honneur du musulman sont sacrés. Celui d'un imam l'est encore davantage. Ces trois entités sont inviolables car dénigrer le détenteur d'une autorité religieuse, c'est aller à l'encontre des principes qui fondent notre religion. La personnalité du grand imam du Gabon, qui est également la première autorité religieuse de notre communauté, est sacrée, et les imams que nous sommes et derrière nous, les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques et la communauté musulmane du Gabon, demandons que ces actes de médisance et ces mensonges contre nos autorités religieuses cessent. C'est une nouvelle année du calendrier musulman qui commence mal pour les fidèles du Gabon. Le contexte de crise avéré au sein de la communauté exige, selon les imams, l'unique voie du dialogue. Les imams que nous sommes tenons à rappeler solennellement les principes suivants qui régissent le fonctionnement du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Premièrement, les portes du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon sont ouvertes à tous les musulmans du Gabon et l'institution du Conseil joue et continuera à jouer son rôle de régulateur de l'islam dans notre pays. Deuxièmement, les autorités actuelles du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon ont été désignées consensuellement et ne peuvent continuer à être remises en cause ni salies publiquement. Parmi les revendications des étudiants arabisants de Médine, l'accès aux postes de responsabilité religieuse ou des intégrations à la fonction publique après leur formation. Mais les canaux choisis par les jeunes musulmans pour se faire entendre décontenancent leurs interlocuteurs. Au Libéria, à quelques semaines de la présidentielle, 3 candidats ont débattu ce mardi sur leur programme pour l'emploi. Le récit de Dorothée Nyama. À l'approche de l'élection présidentielle du 10 octobre prochain au Libéria, la campagne électorale bat son plein dans le pays. Mardi, à Paintsville, 3 candidats ont confronté leurs positions sur les questions liées à l'emploi.
Nous devons faire grossir et étendre notre économie et grâce à la croissance, nous allons créer des emplois pour tous les Libériens, mais en particulier les jeunes Libériens. Les jeunes parce qu'ils représentent l'essentiel de notre population, mais la base pour soutenir et aider notre jeunesse, c'est de leur donner des compétences et des formations et de leur fournir des emplois. Le gouvernement ne crée pas des emplois. Le gouvernement crée des opportunités pour que le secteur privé fleurisse et crée de l'emploi. Je veux que le Libéria passe d'une économie basée sur ses ressources vers un investissement dans des industries alternatives. Et il y a 3 industries principales dont je veux vous parler. Je veux me concentrer sur l'industrie agricole, l'écotourisme et l'industrie de la pêche. Comme vous le savez, le Libéria a l'une des flores les plus florissantes d'Afrique de l'Ouest, mais nous n'avons pas fait beaucoup pour l'industrie agricole. Le Libéria, pays riche, a connu de nombreux freins à son développement. Entre guerre civile et épidémie, les 4 millions de Libériens sont inconditionnellement le moteur d'une relance économique amorcée et stabilisée par la présidente sortante, Ellen Johnson Sirleaf. La création d'emplois ou encore l'accès à l'éducation figurent parmi les grands chantiers du futur président. Je vous le disais à l'entame, selon un rapport de Human Rights Watch révélé ce mercredi, le Cameroun a expulsé de force près de 100 000 réfugiés nigérians fuyant les violences du groupe djihadiste Boko Haram, victimes d'actes de torture et d'agressions sexuelles de la part de l'armée camerounaise. Jamila Bengman s'en fait l'écho. Quasiment 1000 Nigérians ont été renvoyés de force dans leur pays depuis janvier 2015, dénonce l'ONG de défense des droits humains dans un rapport de 60 pages intitulé « Forcés à monter dans des camions comme des animaux ». Depuis 2015, le Cameroun a expulsé illégalement 100 000 demandeurs d'asile nigériens, violant ses obligations juridiques nationales et internationales. L'armée camerounaise les intercepte dans les zones frontalières et les torture comme des suspects. Elle bat et abuse les autres, exploite sexuellement les femmes, dont certaines sont accusées d'être des femmes de Boko Haram. Ensuite, elle leur fait vivre un enfer pendant des semaines, des mois et des années, particulièrement dans les zones frontalières éloignées du Cameroun. Le nord-est du Nigeria, épicentre de l'insurrection djihadiste de Boko Haram, souffre d'une grave crise humanitaire après des années de conflit qui a fait plus de 20 000 morts. Combats entre armées nigérianes et insurgés, embuscades et attentats suicides restent quotidiens dans cette région du lac Tchad désertique, aux confins du Cameroun, du Tchad et du Niger. Nous demandons au Cameroun de retirer son armée abusive du nord du pays, d'arrêter la torture, d'arrêter les abus, d'arrêter les déportations et de cesser de séparer les enfants de leurs familles lors des expulsions. Le HCR avait demandé l'an dernier aux pays voisins de ne renvoyer personne dans le nord-est du Nigeria jusqu'à ce que la situation se soit considérablement améliorée. En Éthiopie, des centaines de personnes ont participé à la célébration du Meskel à Addis Abeba, une fête célébrée le 27 septembre par l'Église éthiopienne orthodoxe. Célébrée depuis plus de 1600 ans en Éthiopie, elle commémore la découverte de la vraie croix sur laquelle Jésus-Christ a été crucifié par l'impératrice Hélène. PJ au pass, Chimène Sandra Senghor. En Éthiopie, les quelques 40 millions de chrétiens orthodoxes célèbrent Meskel, la fête de la vraie croix ce mercredi. Meskel commémore traditionnellement la découverte en moins 326, la croix sur laquelle Jésus-Christ a été crucifié. C'est la mère de l'empereur romain Constantin qui aurait trouvé le précieux bois à Jérusalem. Pour deviner l'emplacement exact des restes de la croix, Hélène s'en serait remise aux fumées d'un grand feu. En Éthiopie, les célébrations ont débuté dès mardi après-midi. La croix est notre pouvoir et notre force. C'est pourquoi nous la célébrons d'une si belle façon. Meskel a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et attire de nombreux touristes dans le pays. Ça aide aussi les jeunes à comprendre leur culture et à la transmettre à la prochaine génération. Selon la tradition éthiopienne, une partie de la vraie croix a été emmenée en Éthiopie, où elle serait gardée sur l'Amba Jezeen, mont lui-même en forme de croix. Ainsi, Meskel est une fête particulièrement importante dans le calendrier religieux éthiopien.
Outre la célébration spirituelle, Meskel a de nombreux avantages culturels. Voisins, amis, familles et parents qui vivent dans des endroits différents se réunissent et célèbrent cette fête. Ainsi, comme nous l'avons appris de nos pères, nous conservons également la valeur culturelle. Le 27 septembre correspond au 17e Meskerim du calendrier éthiopien. Or, Meskerim marque la fin de la saison des pluies, la reprise du travail et la réouverture des communications. Cette cérémonie a été classée par l'UNESCO dans la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et puis dans la région de la Volta, au Ghana, les villageois de Tafi-Atom ont grandi au son d'histoire comptant leur lien spirituel avec les mônes, des singes peuplant la luxuriante forêt alentour est devenue aujourd'hui une attraction écotouristique. Dorothée Nyama s'en fait l'écho. Depuis 1996, le village de Tafi au Ghana a fait sa mue vers l'écotourisme. Un succès dû à la bonne entente entre les habitants et les singes qui vivent tout près dans la forêt. Conséquence, des milliers de visiteurs viennent désormais chaque année rencontrer des primates effrontés d'une 50aine de centimètres dans le sanctuaire de Tafi-Atom qui longe la frontière avec le Togo. Nous prenons bien soin des singes pour qu'ils nous rendent visite dans nos maisons où nous les nourrissons. Nous les nourrissons avec des bananes, du plantain ou du maïs. Même si nous sommes des créatures différentes, nous traitons les singes comme nos propres enfants. Ils n'ont pas peur de nous. La luxuriante forêt abritant les singes est devenue une véritable attraction qui profite pleinement au village. L'argent ainsi gagné a permis de construire une clinique, de creuser des puits et de rénover les bâtiments de l'école. Avec l'introduction du tourisme, de nombreux enfants ont bénéficié d'un parrainage pour aller à l'école. Et oui, l'argent qui vient dans les communautés, vous savez, est dépensé ici dans l'intérêt des gens de Tafi. Plus qu'un bienfait, la conservation de cet environnement permet de meilleures récoltes pour les habitants du village. L'avantage de cet endroit pour la communauté est que, grâce à la protection de la forêt, nous constatons qu'il y a une bonne répartition des précipitations ici, ce qui rend nos récoltes très bonnes. Le sanctuaire de Tafi-Atom fait partie de quelques projets d'écotourisme à succès au Ghana qui visent à protéger la culture et l'environnement régional tout en fournissant des revenus aux populations locales. Place aux actualités hors du continent. Tout d'abord en Espagne, est-elle qu'annoncé en titre à 5 jours de la date prévue par les séparatistes catalans pour organiser un référendum d'autodétermination. Mariano Rajoy a appelé à un retour au bon sens dans une allocution à la Maison-Blanche. En témoigne ce récit de Svetlana Gladys-Maganga. La Catalogne n'était pas officiellement au menu des discours mardi à Washington entre Mariano Rajoy et Donald Trump, mais elle s'est invitée au menu. La crise entre le pouvoir de Madrid et les séparatistes catalans préoccupe le président américain qui en a profité pour apporter son soutien à son hôte en déclarant que l'Espagne est un grand pays et qu'elle devrait rester unie. Je pense que dans la situation comme celle-ci, la chose la plus sensée et la plus raisonnable à faire est un retour au bon sens et mettre fin à toute cette histoire qui ne fait que générer de la division. Les forces de l'ordre espagnoles ont entrepris mardi de neutraliser les bureaux de vote prévus pour le référendum d'autodétermination interdit en Catalogne. Les gens iront voter dimanche massivement, pacifiquement, et pour une seule bonne raison, ou l'une des plus importantes, quel que soit le résultat du vote. Il y a une conviction profonde que l'État aujourd'hui est héritier de l'Espagne franquiste. Ça n'a pas été vaincu dans cette étape de transition. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est un problème que nous devons combattre démocratiquement. À jour J-5, le bras de fer entre Madrid et les dirigeants séparatistes de la Catalogne s'est aussi poursuivi sur le terrain de la logistique pour l'organisation du vote, attaqué sur tous les fronts par la justice. Le parquet de Catalogne a ordonné à la police régionale de procéder à l'identification des responsables des bureaux de vote qui devraient servir au référendum de dimanche. La commission électorale a dû démissionner en bloc, la Cour constitutionnelle ayant menacé ses membres d'amende journalière de 12 000 €. L'équipe organisatrice est par ailleurs déjà mise en examen.
La police et la garde civile ont aussi saisi près de 10 millions de bulletins de vote et quelques 45 000 convocations d'assesseurs. Et déjà, 59 sites internet de promotion d'informations sur le référendum ont été fermés. Selon un décret royal publié ce mardi soir, les Saoudiennes vont être autorisées à conduire dans quelques mois. Le roi Salman a ordonné ce mardi, par décret, de permettre de délivrer des permis indifféremment aux hommes et aux femmes. C'est une décision historique en Arabie Saoudite, le seul pays au monde qui interdisait aux femmes de conduire. Dans le cadre d'un ambitieux plan de réforme économique et sociale à l'horizon 2030 pour limiter sa dépendance au pétrole, Riyad semble assouplir certaines de ces restrictions imposées aux femmes et tente prudemment de promouvoir des formes de divertissement malgré l'opposition des ultraconservateurs dans un pays où la moitié de la population a moins de 25 ans. L'interdiction de conduire imposée aux femmes était vivement critiquée par les organisations de défense des droits de l'homme. Avant de l'abolir, le souverain saoudien a pesé les inconvénients de l'interdiction et ses avantages, précise le décret. La mesure doit entrer en vigueur à partir de juin 2018 dans ce royaume du Golfe. Jusque-là, les femmes n'étaient pas admises dans les stades en application de la règle de séparation entre les sexes dans les espaces publics. Outre l'interdiction de conduire, les femmes en Arabie Saoudite sont soumises à la tutelle d'un membre de leur famille pour faire des études ou voyager. Cap sur le Japon, où la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, a dit ce mercredi vouloir finir avec la politique de vieille école pour justifier la création de son parti de l'espoir qui se lance dans la bataille des législatives à venir. Retrouvons Zvedana Gadis Maganga. En finir avec la politique de la vieille école, c'est le mot d'ordre de la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, pour justifier la création de son parti de l'espoir qui se lance dans la bataille des législatives à venir. Elle est désormais prête à en découdre au niveau national avec son parti qu'elle préparait en coulisses depuis des mois. Le nom de la formation avait été déposé en février, en même temps que celui d'une école qu'elle a créée pour former des jeunes à la politique. Une politique sans entrave. Une nouvelle politique capable de mener des réformes audacieuses. C'est pour remettre les compteurs à zéro que nous formons aujourd'hui le Parti de l'Espoir. Shinzo Abe a annoncé lundi qu'il allait dissoudre la Chambre des députés jeudi, ce qui entraîne automatiquement un scrutin législatif dans un délai de 40 jours. Selon les médias, la date privilégiée est le dimanche 22 octobre. Il n'est bien sûr en rien bénéfique de laisser un vide politique alors que la situation avec la Corée du Nord est ce qu'elle est. Mais le Premier ministre Shinzo Abe a décidé de dissoudre la Chambre basse du Parlement et appelle à des élections. C'est donc une chance pour le changement. Le parti de Yuriko Koike tente de combler un vide. L'opposition est en miettes. Son principal représentant, le Parti démocrate, vient de changer de président, mais fait face à des désertions. Place au sport, tout d'abord avec une note nécrologique, et c'est au Gabon. La boxe gabonaise est en deuil. Joe, de son vrai nom, Joseph Bouroukunda, a tiré sa révérence ce mardi. Le pugiliste a été emporté par une longue maladie qu'il avait gardée dans un fauteuil roulant. Le champion d'Afrique de boxe était la référence de la force gabonaise en la matière, au point où ses nombreux fans le comparaient à Mohamed Ali. Les explications de Kenny Ongouri. Champion d'Afrique poids plume en 1965, Joseph Bouroukunda Didjo a livré son dernier combat. Il aura lutté pendant plusieurs années face à la maladie, mais ce combat fut le dernier pour le premier champion d'Afrique gabonais. Dès 1960, Joe Bouroukunda s'illustre dans un tournoi en présence des chefs d'État d'Afrique équatoriale française. Joe Bouroukunda venait de faire ses premiers pas dans la légende. En 1965, le jeune boxeur obtient la consécration et se hisse sur le toit de l'Afrique. Alors qu'il n'a que 21 ans, il sera champion d'Afrique dans la catégorie poids plume. En 1972, à 28 ans, le jeune pugiliste sera l'ambassadeur du Gabon pour sa première participation aux Jeux Olympiques à Munich. Pour sa première expérience à l'extérieur du continent africain, l'essai n'aura été concluant. Joe sera éliminé au premier tour. Diplômé d'art de l'école des beaux-arts de Brazzaville, Joe Bouroukunda est envoyé au lendemain de l'indépendance en France par le président Léon Mba pour poursuivre ses études et se perfectionner dans la boxe. Mais le climat ne lui conviendra pas. Revenu au Gabon, le champion qui prendra très tôt sa retraite ne s'éloigne pas pour autant des rings.
Il ouvrira un centre de formation qui a formé bien d'autres champions. Luc Chula, Mavungu dit américain. Né en septembre 1938, Joe aurait eu 80 ans en 2018, mais il a fini par jeter l'éponge. Ayant hissé très tôt le drapeau gabonais sur le toit de la boxe continentale, un challenge de boxe est organisé chaque année en son honneur. Dans le livre des souvenirs, le plus grand reste le combat face aux Aérois, Kimbembe, qui l'a porté au sommet de la boxe africaine. Et puis cette brève de foot est toujours au Gabon, après avoir manqué plusieurs fois à l'appel de la sélection de l'équipe nationale de football, les Panthères du Gabon, l'attaquant vedette du Borussia Dortmund et des Panthères, Pierre-Emerick Aubameyang, a annoncé ce mardi son retour en sélection, une nouvelle qui fera du bien à la sélection d'Antonio Gamacho. La star gabonaise pourrait rejoindre le groupe pour le match contre le Maroc prévu le 7 octobre prochain. Le rappel des titres à présent, le Gabon a commémoré la Journée mondiale internationale du tourisme placée sous le thème « Tourisme durable, instrument au service du développement ». Les festivités y relatives prendront la forme de la Semaine nationale de l'environnement. Vous l'avez vu au Cameroun, le pays est sur le banc des accusés. Human Rights Watch dénonce l'expulsion du pays de 100 000 réfugiés nigérians fuyant les violences du groupe djihadiste Boko Haram. Et puis, à quelques jours d'un référendum d'autodétermination en Espagne, Mariano Rajoy en appelle à un retour au bon sens dans une allocution à la Maison-Blanche. Voilà, Madame, Monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information au nom de toute l'équipe. Merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.